Bonjour à tous, bonjour Florian, Eh bien bonjour Victor, bonjour à tous. et bonjour Monsieur Denis Rey. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un épisode spécial du Courrier de la Sterne avec notre tout premier invité dans l'émission. Nous allons parler d'un oiseau bien particulier, c'est la pie-grièche. Il est trop bien. Alors comment vas-tu Florian ? Eh ben écoute, ça va très bien, je suis très content de parler de cet oiseau formidable qu'est la pie-grièche. Je sortais d'une sortie nature il y a une semaine où je parlais justement de la pie-grièche. Donc reparler de la pie-grièche, c'est génial, et en plus on va en parler avec un spécialiste aujourd'hui. Eh oui, tout à fait, notre premier invité dans cette émission. Nous sommes en compagnie avec, comme je l'ai présenté au début, Monsieur Denis Rey, tout premier invité, comme j'ai dit. Est-ce que vous souhaiteriez vous présenter ? Oui, je peux me présenter. Alors, d'abord, j'apporterai un petit bémol. On ne dit pas la pie-grièche, mais les pie-grièches, puisqu'en l'occurrence, on est à plusieurs espèces en France. Donc, il n'y a pas qu'une seule pie-grièche. Effectivement. Moi, je m'appelle Denis Rey. Je travaille à la LPO Occitanie dans la délégation de l'Hérault. Sur mon département, on est concerné par 3 espèces de pie-grièches, enfin 4, ça dépend. 4 espèces de pie-grièches. Donc moi je suis coordinateur du pôle protection de la nature et je m'occupe d'animer ce pôle avec les autres mes collègues, et je coordonne notamment le PNA pie-grièche dans le département et le PNA pie-grièche à poitrine rose en France. Alors on peut expliquer ce que c'est que le PNA pour les gens qui ne savent pas ? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, PNA, c'est un acronyme pour le Plan National d'Action. En gros, les plans nationaux d'action, ce sont des sortes de dossiers avec des mesures dedans qui permettent de mettre en place des mesures de conservation de l'espèce sur les territoires où elle est présente. Ce sont des dossiers qui sont réalisés avec un financement de l'État. Et ils sont applicables partout où il y a les espèces. C'est en gros un dossier de mesure que n'importe qui peut mettre en place. L'État finance dans chaque région concernée, finance certains PNA, pas tous malheureusement, les PNA des espèces les plus menacées, finance donc les actions à mettre en place qui sont définies dans ces plans nationaux d'action. Justement, on parlait de l'épigrièche et non pas de la pie-grièche. Il y a quelles espèces qui sont présentes ? Donc on est dans l'Hérault, pour ceux qui... Alors dans l'Hérault, on a des espèces qui sont présentes en continu, donc la pie-grièche méridionale qui se porte très mal, je dirais en France, voire même en Europe, qui est une espèce qui est en voie de disparition. Et on a la pie-grièche à tête rousse, donc qui revient au printemps et qui repart migrer en Afrique. On a encore à ce jour, je vous en parlerai rapidement, la pie-grièche à poitrine rose. Qui est l'espèce de passereau la plus rare de France, je dirais, voire même qui va bientôt disparaître. Et on a aussi en hiver quelquefois qui descend la pie-grièche grise. En gros, la pie-grièche méridionale et la pie-grièche grise sont des espèces d'ailleurs qui ont été élevées. Enfin, la pie-grièche méridionale a été élevée au rang d'espèce il y a peu de temps. C'était considéré jusque-là comme une sous-espèce de la pie-grièche grise. Et donc la zone de Saint-Patry où on retrouve ces 2 espèces se situe à peu près dans le nord de l'Hérault, en connexion avec l'Aveyron. Et c'est une espèce qui redescend un peu chez nous de l'Aveyron vers les plaines héroltaises en hiver. Donc on peut la rencontrer en hiver chez nous. Et toi Victor, qu'est-ce que tu as dans ton perdu pays de la Belgique ? Je ne suis plus en Belgique. Ah, c'est vrai. Je suis revenu en France il y a peu. Aïe. Ma mémoire me fait défaut. En Belgique, je les ai cherchés pourtant. J'ai fait moult et moult sorties pour essayer d'aller voir ces fameuses pie-grièches. Il y a la pie-grièche écorcheur, celle assez classique. Et il y a aussi la pie-grièche grise qui est présente de manière... assez éparse, uniquement dans la zone des Hautes-Fagnes, pour ceux qui connaîtraient un peu la Wallonie, donc la région francophone de Belgique, qui elle est nettement plus rare. Et j'ai malheureusement pas eu assez de chance pour en voir ni l'une ni l'autre. Je sais pas s'il y a d'autres espèces, j'en suis pas sûr. Non, on les a toutes citées.
Moi de mon côté, j'ai la pigrièche écorcheur qui est la plus commune. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'elle ait pas été citée parce que je pensais qu'elle était présente dans l'Hérault. Comme quoi. Oui, justement, j'allais dire, je l'ai oublié. Je l'ai oublié notamment. Attends, je peux expliquer pourquoi, parce que c'est une espèce qui ne fait pas partie du plan national d'action, puisque justement là, c'est l'espèce des espèces de pigrièches en France qui pour le coup se porte assez bien. On a des effectifs stables. Des effectifs stables, la population je crois a diminué de 20%, 30% en 20 ans si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. Ah j'avais même pas ces infos là. Sur les derniers retours, alors je sais plus quel était le programme, mais c'était un programme sorti l'année dernière où il montrait effectivement que la pigrièche avait vu ses effectifs baisser. Donc moi j'ai la pigrièche écorcheur que j'ai de la chance d'avoir dans le nord de mon département, qui est très rare dans le nord de mon département parce que pas du tout favorable, l'environnement, l'habitat est pas du tout favorable, on viendra sur l'habitat dans quelques instants. J'ai la pigrièche grise, mais qui est quasiment pas nicheuse, elle est très rare à voir, elle était nicheuse jusqu'en 2015 et depuis les signalements se sont faits assez flous. Et dans le sud du département j'ai la pigrièche à tête rousse, voilà, que j'aurai peut-être l'occasion de voir si je descends dans le sud de mon département, que notre cher ami Victor a pris en photo. Je mettrai d'ailleurs la photo de cette pigrièche à tête rousse. Ouais, j'ai eu la chance de la voir, mais c'était un individu qui était en vadrouille en Vendée. Il me semble que normalement elles sont pas du tout présentes, elles sont pas nicheuses, et puis il me semble que ça fait même pas partie de son aire de répartition. Enfin, ce serait à vérifier, mais il me semble pas. Et ce qui fait qu'elle est très rare, elle est très très rare en Vendée. Et donc, quand j'ai eu l'information sur le site Faune Vendée, du coup, il y a un site faune par département. J'y suis allé, voir et je l'ai vu. En tout cas, pour ce qui est de la pigrièche écorcheur, puisque je vais surtout me baser sur l'espèce la plus commune, elle n'est pas du tout présente dans le nord-ouest de la France, ou très peu présente dans le nord-ouest de la France. On garde les cartes de répartition. Elle est présente quasiment partout sur le territoire français. Un petit peu plus sporadique dans les Hauts-de-France et au niveau de l'Occitanie et frontière avec le Limousin. Mais tout ce qui va être Bretagne, tout ce qui va être Côte d'Armor et autres, très très compliqué d'aller la repérer cette pigrièche. Donc puis il y a quelques fragmentations aussi dans la vallée du Rhône où on trouvait la pigrièche il y a quelques dizaines d'années, où maintenant elle est plus présente. Mais de toute façon l'habitat de la pigrièche est un habitat qui disparaît de plus en plus. Il me semble qu'on est sur on va plus partir sur des milieux qui vont être ouverts, type zone aménagée par l'agriculture, par de l'agriculture extensive, avec des pâturages, des grillages, du bocage entre les parcelles, et avec des présences aussi évidemment, parce que c'est lié à son mode de vie, d'arbustes avec des épines, comme par exemple des aubépines, des églantiers, des pruneliers par exemple. Et ça va être l'endroit typique où on va pouvoir en trouver, avec des zones très très ouvertes, avec uniquement de la végétation très basse, et certains arbustes fourrés entre guillemets, dans lesquels elles pourraient se cacher et nidifier. Les arbustes épineux qui sont très importants, puisque l'une des particularités de la pigrièche, qui lui a valu d'ailleurs son surnom de butcherbird en anglais, donc l'oiseau charcutier, à ne pas confondre avec butcherbird qui est réellement une famille d'oiseaux qui existe et qui est la famille des cassiclans, si je me trompe pas. Donc tout ce qu'on va appeler les pies australiennes. Donc c'est un oiseau qui a pour particularité d'empaler ses proies sur des lardoirs, donc sur des arbustes épineux, pour plein de raisons d'ailleurs. Première raison, c'est pour s'en constituer un garde-manger, ça c'est une évidence pour beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a une étude qui avait été réalisée en 2020 sur les différentes fonctionnalités, qui est réalisée donc par Golavski et son équipe, qui était paru je ne sais plus où, mais vous aurez de façon l'étude dans la description
du podcast, où il parlait justement que les mâles revenaient plus tôt de migration que les femelles, donc constituaient les lardoirs plus tôt, et plus le lardoir était rempli, plus la femelle pouvait se dire ok, c'est un mâle en qui je peux avoir confiance et je peux me reproduire avec lui. Autre chose que j'ai découverte par rapport au lardoir, je sais pas si vous le saviez, mais certains individus certaines espèces de pigrièches laissent volontairement les proies pourrir pour éviter de s'empoisonner. On a remarqué ça avec une espèce de pigrièche, alors je sais plus si c'est une pigrièche asiatique, je crois que c'est une pigrièche asiatique, il y a environ 30 espèces de pigrièches dans le monde, donc du coup elle laissait pourrir la grenouille qui était entre guillemets vénéneuse, et du coup les vapeurs de poison s'évaporaient dans la nature, et comme ça elle pouvait la manger en toute tranquillité. Et puis il y a aussi le fait que lorsque l'une des proies pourrit sur le lardoir, eh bien la pigrièche peut changer de lardoir et peut justement aller empaler ses proies ailleurs. Donc plusieurs fonctionnalités et plusieurs caractéristiques de ces lardoirs. Je sais pas si vous en connaissez d'autres, auquel cas. Non, il me semble que t'as plus ou moins tout dit, en tout cas ce que je connaissais à propos des lardoirs. Monsieur Ray, non Chez nous, on a aussi beaucoup d'utilisation des ronces, tout simplement des ronciers. Même parce que les aubépines sont un peu moins présentes chez nous. Par contre, il y a un truc qui est caractéristique de l'habitat chez nous qu'on a remarqué pour à peu près, je dirais, les 4 espèces, on peut dire. C'est quand même que le milieu est assez structuré. Au-delà du fait qu'il soit ouvert, il faut vraiment, en effet, pas mal d'arbustes et d'arbres dans les limites de parcelles. Et on a un vrai impact, nous, qui impacte la conservation de ces espèces par la gestion justement des bords de parcelles, des arbres et des ronciers notamment, tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment la part fondamentale à mes yeux de l'habitat de la pie-grièche, en tout cas je dirais, si je dois parler des pie-grièches en règle générale, c'est quand même la structuration de l'habitat. Il faut vraiment qu'on ait des habitats très différenciés en termes de couvert végétal ou de hauteur, qu'on ait à la fois des arbres, des arbustes, mais aussi des couverts ras et des couverts un peu moins ras qui sont plus producteurs d'insectes, quoi. C'est pour ça qu'elle est assez présente dans tout ce qui est phase de régénération des forêts, notamment après les incendies. Tout à fait. Ouais, ok. Et d'ailleurs, parlons de la nourriture de l'animal. Grosso modo, c'est de l'hyménoptère, c'est du coléoptère, c'est des insectes en très très grande majorité du temps. Du mammifère aussi, du micro-mammifère, de l'oiseau. La pie-grièche est capable de soulever 2 fois son poids, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un oiseau de si petite taille. Parce que la pie-grièche, ça fait quoi? Allez, je crois que la pie-grièche écorcheur, c'est entre 17 et 19 cm, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc pour un oiseau de cette taille, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme proies qui peuvent être lézards de temps en temps. Je sais pas si. Tu as dit les micro-mammifères? Oui. Ouais, les micro-mammifères, ouais, je l'ai dit. D'accord. Est-ce qu'elles consomment de temps en temps des fruits, des baies ou des trucs comme ça? Pas à ma connaissance, non. Ok. Parce que il me semble que c'est la seule famille de passereaux qui est entièrement carnivore, si je dis pas de bêtises. Peut-être me tromper, mais je crois que c'est celle-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien possible. Est-ce que après dans la famille il y a aussi les corvinelles? Est-ce que les corvinelles sont aussi exclusivement carnivores? Ça je sais pas du tout, mais je crois que je sais plus si les corvinelles font partie de la famille des pie-grièches. Je crois qu'elles ont été replacées. Ils font, de ce que je sais, enfin des dernières autorités phylogénétiques que j'ai consultées, non seulement elles faisaient partie des Lanidés, mais elles ont été reclassées carrément dans le genre Lanius. Donc exactement le même genre que la pie-grièche. Génial. Donc maintenant, le genre Lanius regroupe 30 espèces de pie-grièches et 2 espèces de corvinelles, donc ça fait 32 espèces au total. Incroyable. Tiens, justement, ça me permet de rebondir sur l'incroyable histoire de Shaka Zulu. Tu vas me dire quoi? Pourquoi Shaka Zulu? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, Shaka Zulu avait un oiseau qu'il estimait énormément, qui était justement une corvinelle. C'était la corvinelle noir et blanc, donc Magpie Shrike en anglais, Shrike étant le terme pour désigner tout ce qui est pie-grièche.
Et donc c'est un oiseau qui était connu pour être le disperseur d'ennemis. Donc les guerriers portaient les longues plumes de la queue de l'oiseau sur la coiffe et autour de leurs bras. Et c'était un oiseau qui était également très important dans les célébrations après avoir gagné des batailles et conquis des tribus. Et la pigrièche était surnommée l'éparpilleur d'ennemis ou l'oiseau de la victoire. Et donc Shaka Zulu en a fait l'un de ses emblèmes, quoi. Voilà, c'est un des rares mythes et légendes qu'on peut trouver autour de la pigrièche dans le monde, alors que pourtant c'est un oiseau qui, de par sa morphologie, est assez, je dirais assez intéressant et porteur de légendes, mais il n'y a pas tellement de choses vis-à-vis de leur histoire ou ce genre de choses là, quoi. Pourtant elles étaient utilisées en fauconnerie. Louis XIII, par exemple, lorsqu'il a commencé la fauconnerie, utilisait justement une pigrièche pour faire ses premières armes. Visiblement, c'est encore utilisé en Chine aussi pour la fauconnerie. J'ai lu, mais j'ai pas pu trouver d'informations complémentaires, que les pigrièches seraient utilisées en Chine pour éloigner les moineaux dans les villes. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de source plus fiable que un dit, donc du coup, prenez cette information avec des pincettes. Mais je suis assez surpris de voir que l'oiseau est pas plus impliqué que ça dans l'histoire avec un grand H et avec un petit H, quoi. Moins que vous connaissez peut-être d'autres histoires concernant l'oiseau, mais non. Pas du tout. Moi non plus, les histoires comme ça, non. Mais après, c'est un oiseau qui a certaines exigences écologiques quand même. Donc est-ce que l'humain l'a assez fréquenté pour qu'elle ait un assez gros impact? Je trouve ça déjà assez intéressant qu'il y ait une histoire un peu mythologique comme ça qui soit sur elle, parce que je m'attendais à même pas à ça, tu vois. Mais non, il y a, je sais plus si c'est Géroudet qui disait que l'oiseau était pas spécialement bien vu et que justement il était un peu considéré comme un proche apparenté des corvidés. Parce que justement il imitait des cris qui pouvaient rappeler les corvidés. D'ailleurs le chant de la pigrièche, le chant des pigrièches même, mais j'ai plus celui de la pigrièche écorcheur en tête puisque c'est celui que je vois le plus souvent. Magnifique, vraiment un chant extrêmement flûté, et à côté de ça t'as des notes discordantes issues des pires jets des chaînes. Enfin c'est assez incompréhensible d'avoir un oiseau qui produit un chant aussi beau et un cri aussi médiocre. C'est un très très bon résumé du registre vocal de la pigrièche écorcheur. Mais c'est vrai que le chant du bal, c'est qualifié de pot pourri. J'ai vu sur plusieurs sites, notamment sur oiseau.net, un pot pourri agréable mais peu sonore, incluant des imitations d'autres oiseaux et évoquant du coup le chant d'Hippolaïs, notamment Hippolaïs polyglotte, ou de Rousserolle Verderolle. C'est vrai. Tiens, en parlant de quelques autres anecdotes par rapport à la pigrièche à poitrine rose, c'est donc dans un livre que j'ai lu ça qui s'appelle Le comportement des oiseaux, où il y avait donc un suivi de pigrièche à poitrine rose qui avait été réalisé, et ils avaient trouvé dans la région parotidienne des lombrics. Et visiblement, c'était pas un individu, c'était tout un groupe d'individus qui avaient ces lombrics. Est-ce que vous avez trouvé ça, vous, dans l'Hérault, avec le suivi des pigrièches à poitrine rose? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc vraiment présent. Donc je l'ai noté parce que ça me paraissait intéressant. Un autre truc intéressant, on n'a pas parlé de la nidification, on va y venir, c'est que la pigrièche à poitrine rose et la pigrièche à tête rousse, les deux, construisent leur nid avec des plantes odorifiantes. Alors je ne sais pas dans quel but. Visiblement, ça a jamais été expliqué. Mais c'est intéressant d'avoir ça. Donc peut-être éloigner les insectes, je suppose. Mais voilà, des plantes. Oui. Pour l'anecdote, la pigrièche à poitrine rose, on a récupéré certains nids. On a retrouvé pas mal de queues de cerises, énormément de queues de cerises pour la confection. Ah ouais. Et pourquoi ça du coup? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas su répondre. Incroyable. C'est incroyable. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Des fois, les couples qui sont à proximité sur les terrains
Donc le territoire d'une pie-grièche, c'est quoi? Entre 1 et 3 hectares à peu près. Alors c'est pour la pie-grièche écorcheur en moyenne. Je sais pas si pour les autres pie-grièches c'est plus ou moins. J'avais lu Géroudet qui disait qu'on pouvait avoir jusqu'à 10 couples pour 10 hectares lorsque toutes les conditions étaient réunies. Mais je sais pas si c'est le cas pour toutes les espèces. Sur la pie-grièche à poitrine rose, on a fait des études assez précises. On pensait que le cœur de l'habitat, c'était 150 mètres de rayon autour du site de nidification, et ça pouvait aller jusqu'à 600 mètres. Mais on considérait qu'un habitat typique moyen, on était dans les 300 mètres. Je crois que c'est de l'ordre de 7 hectares, si je me souviens bien. Ah oui, donc c'est des territoires plutôt vastes par rapport. Oui, plutôt vastes, ouais. Par rapport à la pie-grièche. Après, ça dépend peut-être de la qualité du milieu, je suppose. Tout à fait. Et de la disponibilité en proie, ce qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces. Tiens, en parlant de disponibilité en proie, je sais pas si t'es tombé sur cette étude, Victor. Pas du tout. Alors, c'est normal. Déjà, j'en ai pas parlé. Non, je suis tombé sur une étude absolument incroyable qui est sortie en mars 2020 dans Current Biology et qui montrait que des petits mammifères, des micro-mammifères, je vais te retrouver le nom parce que à chaque fois je m'en souviens pas. En anglais, c'est voles. J'essaye de retrouver le nom. Ce serait mulot peut-être. Je sais pas, il parle campagnol, plutôt campagnol. Campagnol, tout à fait. Donc on est en Asie et des chercheurs ont découvert que les campagnols savaient que les pie-grièches chassaient lorsque les herbes étaient hautes. Et donc du coup, ils se faisaient attraper lorsque les herbes étaient hautes parce qu'ils voyaient pas les pie-grièches arriver. Et donc les campagnols ont eu une idée de génie. Ils ont coupé l'herbe. Et du coup la pie-grièche, voyant l'herbe coupée, elle se disait il y a pas de nourriture intéressante là puisque les herbes sont rases. Donc du coup elle chassait pas à cet endroit. Incroyable. Hein. Sorti. Ça date de quand? Sorti l'année dernière, mars 2000. Sorti cette année, pardon. En mars, pareil, vous aurez l'étude aussi en description de. C'est marrant parce que c'est à peu près tout le contraire de ce qui se passe avec la pie-grièche à poitrine rose. Et je pense aussi sur la pie-grièche méridionale. Nous on a étudié aussi beaucoup l'habitat. Et on s'est rendu compte on comprenait pas pourquoi on voyait beaucoup l'espèce chassée même dans des vignes qui étaient gérées de façon intensive. C'est-à-dire qu'elles avaient pas d'herbe sur les rangs, etc. Et on la voyait beaucoup chasser là et on s'est beaucoup posé de questions. En fait, c'est une espèce qui a plus de facilité à capturer des insectes vu qu'elle est plutôt insectivore. Elle capture des insectes, en fait, elle les voit. Notre interprétation, ça a été qu'elle arrive à mieux les capter. C'est plus facile de chasser sur les vignes où il n'y a pas d'herbe au sol parce que les insectes se voient facilement tout de suite, que sur des vignes enherbées où pour le coup elle a plus de difficultés à les capter, quoi. J'avais lu une anecdote comme quoi la pie-grièche pouvait capturer les insectes en passant entre guillemets derrière eux. Donc elle voyait l'insecte passer et elle se lançait ensuite à la poursuite de l'insecte pour pouvoir le récupérer. Peut-être qu'il y a aussi de ça, je ne sais pas. Ouais, il y a peut-être un peu de ça, mais c'était assez curieux parce que nous on était très étonnés de ces résultats. On s'attendait à ce qu'elle aille plutôt dans les vignes qui étaient gérées de manière un peu plus souple, et pas du tout en fait, pas du tout. C'est quoi la chose qui vous a le plus surpris lorsque vous avez étudié la pie-grièche? Je dirais sa fidélité à son site de reproduction. Ce qu'on appelle la philopatrie chez ces oiseaux. On s'est rendu compte que pour un oiseau qui fait presque 11 000 km aller-retour, elle arrivait à revenir à l'arbre près pour nicher d'une année sur l'autre. C'est quand même quelque chose d'assez formidable. Au-delà du fait que justement elle parcourt, c'est un des rares oiseaux qui parcourt un si grand
chemin pour migrer d'un site d'hivernage à un site de reproduction et vice versa. Oui, d'autant qu'en plus elle passe par l'Égypte. Elle descend pas par le canal mince, j'ai oublié son nom. Elle descend pas par l'Espagne, par le sud de l'Espagne. Voilà, c'est ça, elle descend pas par le sud de l'Espagne. Ça, apparemment, c'est toutes les espèces de pigrièches européennes. Et j'ai trouvé ça incroyable de me dire ça. C'est ce que j'ai lu aussi, tout à fait. C'est fou. Ce qui est encore plus incroyable et qui explique notamment sa disparition en Espagne et en France, c'est que même les oiseaux qui sont en Espagne, ils vont pas passer par l'Espagne pour rejoindre l'Afrique. Mais oui, ils vont c'est faire ça qui est tout incroyable. le tour. Ils vont passer en France, ensuite en Italie, ensuite en Grèce, ensuite ils vont essayer de rallier l'Égypte par la Grèce ou par Israël. C'est assez incroyable. Imaginez, vous avez une pigrièche en Andalousie, elle fait bah écoutez, je peux couper à travers champs. Non, je vais remonter, je vais pas m'embêter. Je vais faire le tour de la Méditerranée. Je vais rajouter 5000 km pour le fun. J'ai rajouté 5000 km. Ça a vraiment pas de sens quand même. Pourquoi il y a des explications sur pourquoi elles choisissent pas de migrer c'est-à-dire que là, on se doute que c'est juste inscrit génétiquement, en fait, le parcours migratoire, quoi. Et que ça veut surtout dire d'où est-ce qu'elle vient à l'origine, ces populations, en fait. L'Espagne, son cœur de population actuellement, ça doit être le cœur de population historique, qui se situe à peu près en Roumanie, je dirais dans le centre de l'Europe. Et en fait, elle est venue d'ici et c'était logique pour ces espèces-là de passer par la voie orientale de migration. Et donc elles ont gardé cette voie orientale de migration dans leur gène, bien qu'elle se soit étendue dans à peu près toute l'Europe, et notamment jusqu'en France et en Espagne, qui sont les bordures d'aire de répartition de cette espèce. Mais c'est incroyable parce que je crois que tous les oiseaux, du moins tous les passereaux, ont 2 routes migratoires, si je dis pas de bêtises. Donc l'Espagne et puis faire le contour finalement de la Corne de l'Afrique. Donc j'ai été très surpris lorsque j'ai découvert ça. Et on parlait de génétique, le fait de larder ses proies, d'ailleurs qui peuvent être lardés aussi sur des fils barbelés maintenant, à défaut de trouver des arbustes épineux, était en partie inné. Donc c'est-à-dire que dès la naissance, la pigrièche sait larder ses proies. Il lui reste à apprendre comment le faire avec efficacité. Et c'est là justement que rentre la phase d'apprentissage pour l'oiseau, quoi. Donc, et puis concernant la nidification, donc pour la pigrièche écorcheur, on est entre 1 à 8 œufs, voire 10. Je crois que le maximum qui avait été trouvé, c'est 10. Le plus souvent, c'est 3 à 7. Et c'est un oiseau qui pond mi-mai, puisque généralement il arrive, il pond. Et ensuite, ça va jusqu'à début juillet, voire mi-juillet. Les individus repartent mi-août. Et on va dire mi-septembre, il y a quasiment plus personne, quoi. C'est un oiseau qui reste très très peu de temps en France pour ce qui est de la migration. En tout cas, de la pigrièche écorcheur. Peut-être que c'est pas le cas pour les autres espèces. Il me semble que pour les autres espèces, c'était pareil. Exactement. C'était du 3 quarts, un quart. Mais je crois que la pigrièche grise est semi-migratrice. Il y a une partie de la population qui est migratrice et une partie qui est sédentaire. Si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on a les migratrices du nord qui viennent en hiver chez nous, je crois, mais en tout cas nos pigrièches grises, si je dis pas de bêtises, elles restent en France, quoi. Bien que, comme je disais, on les retrouve, par exemple, nous on retrouve des pigrièches qui descendent chez nous. Donc je pense qu'elles descendent un peu plus dans les plaines. Des pigrièches grises. Et dernière anecdote concernant la nidification des oiseaux, c'est qu'il y a une étude qui est sortie, alors je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est en 2018 si je dis pas de bêtises, qui faisait une comparaison des intimidations au moment où les oiseaux pondent les œufs et au moment où les oiseaux ont entre guillemets les jeunes qui ont éclos. Et il s'avère que lorsque les pigrièches sont intimidées uniquement lorsqu'il y a présence d'œufs, eh bien quasiment tout le temps elles vont abandonner le nid. Ce qui est assez intéressant. Alors que lorsque les jeunes sont nés, non seulement elles vont le défendre, mais en plus elles vont essayer d'adopter plusieurs stratégies
pour le défendre ardemment. Donc ça va être du houspillage classique. Comme je l'ai dit, certains voisins de nichés peuvent aider aussi à virer les intrus. Principalement tout ce qui va être corvidé. Et puis aussi prédateurs naturels, comme par exemple épervier, je crois. Principalement. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Peut-être la buse, je sais plus. Donc voilà, tout ce qui va être prédateur naturel. Et donc c'est une étude qui était sortie en 2018. La pie-grièche d'ailleurs qui a une excellente vue apparemment. Peut-être une des meilleures vues de tout le règne aviaire selon certains chroniqueurs du 19e siècle qui ont établi des expériences et qui ont établi que la pie-grièche avait une vue peut-être encore meilleure que celle des rapaces. Ce serait bien de refaire une étude là-dessus. Qu'est-ce que vous avez d'autre à rajouter? Ma foi, sur la nidification, pas grand-chose. Je pense que t'as plus ou moins fait le tour. C'était très complet. Et ben donc du coup, pie-grièche à poitrine rose, on va en parler. Donc il y a un plan de conservation qui a été mis en place. Est-ce qu'on peut d'abord définir justement les modalités de ce plan de conservation? Quand est-ce qu'il a été mis en place? Est-ce qu'il se base sur un plan déjà existant? Et évidemment les résultats de ce plan. Alors, le plan national d'action, et donc il concerne toutes les pie-grièches, toutes les pie-grièches qui sont en danger en France. Donc, comme je disais, la seule pie-grièche qui ne fait pas partie de ce plan d'action national d'action, c'est la pie-grièche écorcheur. Donc, ce plan, il a été rédigé, si je dis pas de bêtises, en 2008. Oui, c'est ça, en 2008. Et il était censé normalement continuer jusqu'en 2012, sauf que ça a mis beaucoup de temps et on est toujours sur les actions du plan 2008-2012. Il y a un nouveau plan qui doit être rédigé là, et d'ailleurs j'ai été contacté aujourd'hui à ce sujet, entre juillet et septembre, et être proposé pour une finalisation en 2022. Ce nouveau plan, normalement, il devrait être défini pour 5 à 10 ans. Maintenant, les nouveaux plans sont plutôt définis sur 10 ans. Alors, les actions du plan, grosso modo, c'était certaines actions de conservation des espèces qui étaient vraiment spécifiques à chaque pie-grièche. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour toutes les pie-grièches, mais juste pour votre information, aujourd'hui en France, toutes les pie-grièches qui font l'objet d'un plan national d'action se portent vraiment très mal. On a la pie-grièche grise qui est peut-être la plus en danger après, bien sûr, la pie-grièche à poitrine rose. Et la pie-grièche méridionale qui est peut-être aussi la prochaine. Elles ont toute une dynamique de population qui est vraiment, vraiment assez inquiétante. Donc c'est pour ça que le futur plan national d'action est très attendu et surtout on attend l'État au tournant pour qu'il mette les moyens sur ce plan national d'action, quoi. Pour continuer, donc je vais quand même parler de la pie-grièche à poitrine rose parce que c'est ce qui nous occupe, c'est ce que je connais le mieux. Donc la pie-grièche à poitrine rose, c'était une espèce qui était très commune en France au 19e siècle. Elle a un peu la même aire de répartition que celle dont tu as parlé sur la pie-grièche écorcheur. Donc elle était absente en gros de tous les départements qui avaient une frange littorale à l'ouest, mais sinon assez présente dans tous les autres départements de France. Elle était même vue comme une espèce vraiment commune dans le temps. Et puis est passé par là, je pense, tout ce qui a été la chimie qui est venue dans les champs à partir de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, ça a explosé, même Première Guerre mondiale. Et on est arrivé à des effectifs. Elle a commencé à intéresser les conservationnistes, on va dire, quand elle a commencé à disparaître, et on ne la retrouvait plus qu'en Occitanie et un peu en PACA. Dans les années, je dirais, ça a commencé dans les années 70-90. Dès les années
ce que je peux vous dire en termes de chiffres, dans les années 2000, on comptait plus qu'une 60aine de couples dans le département de l'Hérault. Donc on était déjà descendu très très bas, quand je vous dis qu'elle était commune avant en France. Une 60aine de couples connus. On avait genre 1 ou 2 couples dans le Gard et 1 ou 2 couples en PACA dans la plaine de Crau. Et cette chute, elle a été continue après ces années, même après la mise en place de mesures de conservation. Il y a des mesures de conservation qui avaient été mises en place, qui étaient notamment de diminuer les phytosanitaires. Ils étaient beaucoup axés là-dessus, en tout cas localement. Et la chute a été incessante jusqu'en 2020, où grosso modo en 2020 c'est la première année où il n'y a pas eu de reproduction de la pie grièche en France. C'était la dernière année. En 2019 on avait un dernier couple qui s'est reproduit, donc pas loin de Montpellier. Reproduction qui n'a malheureusement pas fonctionné, puisque les jeunes, il n'y a eu aucun jeune à l'envol. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut dire que dans quelques années ce sera officiel, la pie grièche poitrine rose aura disparu de France. Pour l'instant, en fait, on a toujours quelques individus. Si vous regardez justement, bon, pour l'instant, vous n'avez pas accès aux données, mais sur Faune France, il y a encore certaines observations de pie grièche en France qui correspondent plutôt à ce qu'on appelle des overshoots, c'est-à-dire des pie grièches qui se perdent un peu durant leur trajet migratoire. Notamment, certainement des pie grièches qui sont issus du programme de réintroduction qui a été mis en place en Espagne. Et on les retrouve là, cette année on a retrouvé une pie grièche dans le nord de la France, c'est quelque chose qui est maintenant assez courant depuis quelques années, on en retrouve une par-ci par-là, mais bon il n'y a pas de nidification. Et on a une pie grièche dans notre département, mais qui s'est entichée d'un couple de pie grièche méridionales parce que je pense qu'elle se sentait bien seule. Et c'est à peu près tout ce qu'on a en France aujourd'hui. C'est-à-dire elle s'est rapprochée du exactement, du c'est-à-dire qu'on l'a en fait, elle a été découverte par un bénévole qui travaille sur la pie grièche méridionale. Il a un projet scientifique sur la pie grièche méridionale et il a eu la surprise de trouver une pie grièche à poitrine rose qui essayait de se rapprocher de ce couple de pie grièche méridionale. Alors est-ce que c'est assez connu chez cette espèce de pie grièche à poitrine rose qu'il y ait un troisième individu qui participe à la reproduction. Bon, chez les oiseaux c'est quelque chose qui est assez connu, mais on a un troisième individu qui peut parfois aider à nourrir les petits d'un couple, sans interférer, sans qu'il y ait de marque d'agressivité envers le couple. Oui, j'avais lu ça chez le rouge-gorge, la mésange bleue, je crois, où il y avait effectivement ce genre de cas. Après, ça reste des cas assez... Nous, on l'avait constaté deux fois en moins de 10 ans quand même. Ah ouais. Sur la pie grièche à poitrine rose, alors que les effectifs étaient déjà très 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 pauvres. Et c'est sûrement d'ailleurs le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui amène à ce genre de comportement en fait. Je pense que c'est accentué par le fait qu'il y avait beaucoup moins d'oiseaux. Mais du coup, comment on peut expliquer ce comportement ? Parce que là, on fait un peu d'anthropocentrisme quasiment. Mais beaucoup. beaucoup. Comment on peut l'expliquer ? Notre hypothèse, c'était de dire que, étant donné qu'il y avait beaucoup moins d'oiseaux, qu'il y avait un fort, disons, comportement, envie de reproduction chez les individus, l'énergie de cette reproduction ne pouvant pas être satisfaite par la formation d'un couple, puisqu'il manquait. Il manquait souvent ce qui manquait c'était des femelles. Les mâles revenaient, il y a beaucoup plus de mâles qui sont revenus de migration que de femelles. Donc nous on avait vraiment un déficit de femelles. Donc en fait un mâle participait à la reproduction d'un autre couple en alimentant les jeunes de ce couple quoi. Incroyable. Super. Vraiment incroyable. Ouais, et étant donné que ça a eu lieu plusieurs fois, on peut se dire que c'est pas un comportement qui est si atypique que ça. C'est peut-être même un comportement caractéristique de la pie grièche à poitrine rose à ce moment-là, non ? Je pense qu'il faudrait l'observer dans des populations qui se portent mieux en fait, pour pouvoir le dire. Mais il n'y a pas d'écho vis-à-vis de populations qui se portent bien, parce que je crois qu'elles se portent plutôt bien en Europe de l'Ouest, si je dis pas de bêtises. Justement, en fait, c'est ce qu'on disait en fait avant, mais les dernières informations nous disent que, en gros, pour la pie grièche à poitrine rose, par exemple, si on va en Italie, c'est pas si loin que ça, elle suit le même chemin que la France, elle est en train de disparaître. On avait 1 millier de couples au début des années 2000,
Et là, on a chuté à moins de 300 couples, je dirais. C'est incroyable. Ça suit la même dynamique. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi elle disparaît? Je pense qu'on va en arriver là. C'est très compliqué parce que comme je vous disais, dans les années 2000, les gens qui travaillaient à la conservation, ils pensaient que c'était vraiment l'agriculture française qui faisait que... En fait, ils pensaient que c'était ce qui se passait sur les sites de reproduction qui avait un impact sur la population. Nous, avec le recul et en voyant que les sites, en fait, ici, la qualité des sites, en tout cas, de ce qu'on avait identifié comme étant important pour l'espèce, en termes d'habitat, ça changeait pas trop. En tout cas, il y avait beaucoup plus de sites favorables qu'il n'y avait de couples qui revenaient. On a commencé à tourner notre attention plutôt sur le trajet migratoire et ce qui se passe en zone d'hivernage. Il faut savoir qu'au niveau mondial, cette espèce, elle s'étend, donc, comme je disais, de l'Espagne jusqu'à l'ouest jusqu'à l'est, excusez-moi, de la Mongolie. Donc ça fait une zone de répartition énorme, mais toute cette zone de répartition, toutes les espèces du monde entier se retrouvent au même endroit en hiver, dans une petite zone au sud du Botswana, donc en Afrique du Sud, vraiment dans le sud, une petite zone qui est à peu près 10 à 15 fois plus petite que sa zone de répartition en période de reproduction. Donc incroyable, ça. Exactement, et donc il suffit qu'il y ait des actions qu'il y ait des problèmes là-bas pour que ça impacte toute la population mondiale de pie grièche. Et bien sûr, quand on a ce qui se passe quand on s'est attardé là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gros problèmes dans les habitats de la pie grièche en hivernage, justement dans ces sites-là. En hivernage, a priori, elle utiliserait plutôt tout ce qui est forêt d'acacia là-bas. Et il y a une politique agricole très très forte dans ces pays-là, qui ont tendance à brûler tous les arbres et à mettre en place des champs pour l'élevage intensif. Et donc en gros, on a son habitat qui disparaît. Rajouter à ça le fait que, je vous avais dit qu'elle faisait 11 000 km aller-retour, il y a beaucoup de choses trappes le long du chemin, voire carrément d'actes de braconnage. Ça a fait un peu le buzz il y a quelques années. Il y a eu un reportage de Arte sur les 400 km de filets qui capturaient les espèces migratrices le long des côtes. Le long des côtes égyptiennes, et on voyait très très bien dans les 5 minutes de documentaire qui étaient consacrés à ça, on voyait énormément de pie grièche à poitrine rose prises dans ces filets et qui étaient revendus sur les marchés en Égypte dans les étals. Donc ça rajouté au fait qu'il y a des pratiques traditionnelles de capture et de braconnage dans les pays du Moyen-Orient, fait qu'on se dit qu'il y a aussi un gros impact le long du trajet migratoire. Et donc ça décharge un peu la responsabilité des pays comme nous qui subissons en fait la disparition de cette espèce plus qu'autre chose. En fait cette espèce elle se porte moins bien au niveau mondial et c'est en bordure d'aire de répartition que l'espèce disparaît en premier, puisqu'il y a tout simplement moins d'échanges entre les différents noyaux de population, puisque l'espèce est présente très très sporadiquement, quoi. Mais pourtant, il y a deux questions qui me viennent. Déjà, la première, c'est pourquoi la pie grièche est capturée et revendue. Et deuxième chose, pourquoi c'est pas le destin de toutes les autres pie grièches? Alors, on voit qu'avec la pie grièche méridionale, c'est peut-être la même chose, mais avec les autres espèces de pie grièche qui passent justement par ce canal et qui descendent quasiment jusqu'en Afrique du Sud, puisque je crois que c'est Afrique du Sud, Zimbabwe et puis Lesotho aussi. Ouais, c'est une question qu'on se pose, on n'a pas encore la réponse. Mais déjà, on s'est rendu compte que la pie grièche à tête rousse, pour le coup, elle avait une capacité de passer à d'autres endroits pour la migration. Ils les ont équipés de petits dispositifs qui leur permettent de les suivre, parce qu'actuellement on peut pas les équiper de GPS, les GPS sont trop lourds, donc on leur met des petits géotags là qui nous permettent de suivre à peu près leur trajet, et il se trouve que c'est plutôt des espèces qui arrivent à traverser les mers, contrairement aux pie grièches à poitrine rose qui gardent vraiment une voie en majorité terrestre. Alors peut-être que ça joue, je ne sais pas cet aspect-là, mais c'est surtout, c'est pour ça qu'on se dit que c'est plutôt dans les zones d'hivernage que sur le trajet migratoire. Peut-être que le trajet migratoire, en effet, c'est une espèce qui subit les mêmes pressions que les autres espèces de pie grièche, qui se portent pas bien non plus en fait. Faut bien être conscient que la pie grièche tête rousse, elle est aussi en train d'avoir une dynamique de population
clairement négative, qu'on a d'ailleurs beaucoup moins étudié que ne peut l'être la pie-grièche à poitrine rose, pour l'instant en tout cas en France. Donc voilà. Alors après, la pie-grièche méridionale, ça c'est encore autre chose en effet, puisqu'on est sur une espèce qui est présente à l'année. Donc là, on est à peu près sûr, l'avantage c'est qu'on est à peu près sûr avec cette espèce que c'est nos actions à nous qui ont un impact sur la conservation de cette espèce, en effet. Eh ben, on a appris plein de choses, mon cher Victor, sur la pie-grièche aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que j'ai beaucoup moins parlé que vous deux. C'était vous surtout qui connaissiez le groupe avant tout, mais j'ai appris énormément de choses et puis c'était vraiment super d'avoir l'œil d'un expert. Ah, effectivement. C'était vraiment top. Avec grand plaisir de le réinviter si jamais cet expert est d'accord. Ah mais avec grand plaisir, même moi j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et avec du coup avec pourquoi pas justement sur ce nouveau PNA mis en place sur la pie-grièche, pourquoi pas en reparler. Un grand merci beaucoup Denis Ray d'être venu dans le courrier de la Sterne. On espère que ça vous a plu, on espère que ça a plu aux auditeurs et aux auditrices. On vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un petit peu plus conventionnel du courrier de la Sterne. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.